à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes super heureux de vous retrouver parce que aujourd'hui c'est un peu un retour aux sources après de nombreuses vidéos sur les animaux fantastiques et notamment sur les secrets de Dumbledore. Aujourd'hui nous avons fait le choix de vous réserver une petite vidéo personnage où nous allons aborder la jeunesse d'un des personnages que nous adorons dans Harry Potter et qui malheureusement, il faut bien le reconnaître, n'a pas toujours eu la place qu'il méritait dans l'adaptation cinématographique des livres. Aujourd'hui nous allons plonger dans la jeunesse de l'un des professeurs de Poudlard qui a toujours su recueillir la sympathie des fans. Chose d'autant plus étonnante lorsque l'on sait qu'en plus il était professeur de défense contre les forces du mal, ce qui pour le coup n'était absolument pas gagné d'avance. Vous en conviendrez vu les problématiques de recrutement habituelles rencontrées sur ce poste dont semble souffrir quand même Albus Dumbledore. Vous l'aurez compris, c'est de l'extraordinaire Rémus Lupin dont nous allons vous parler dans cette vidéo et plus principalement en réalité de sa jeunesse qui est une période souvent peu connue de son histoire et à laquelle de nombreux fans sont souvent étrangers dans la mesure où, encore une fois, Rémus Lupin ne fut pas le personnage le mieux développé de l'adaptation cinématographique, qui avait quand même, il faut bien le reconnaître a posteriori, un certain nombre de défauts. Rémus Lupin, c'est un peu plus qu'un personnage secondaire de Harry Potter, dernier des maraudeurs, fidèle aux idées de l'Ordre du Phénix à être en vie au moment des événements de Harry Potter et les Reliques de la Mort. Il agira parfois comme un père, ou même, pourquoi pas, comme un parrain de substitution pour Harry Potter. La relation entre Harry et Rémus Lupin mériterait pour le coup amplement une vidéo à elle toute seule, ce que l'on ne va pas nécessairement se priver effectivement de faire d'ailleurs un jour ou l'autre. De Rémus Lupin, on pourrait parler durant des heures, mais aujourd'hui on a vraiment décidé de se consacrer à sa jeunesse, de son enfance jusqu'aux événements de la Première Guerre des Sorciers qui va représenter pour lui un véritable drame personnel avec la mort de Lily et James Potter, puis l'incarcération à Azkaban de Sirius Black et enfin la mort de son ami Peter Pettigrew. On aurait pu faire une vidéo couvrant l'entièreté de la vie de Rémus Lupin d'un coup, mais nous avons vraiment envie de rendre hommage à ce personnage en tentant quand même d'être le plus précis possible, tant dans l'exploration d'un véritable itinéraire de vie que dans l'analyse de sa psychologie. Et pour cela, il était véritablement nécessaire de segmenter quand même notre propos afin de ne pas faire l'impasse sur des pans qui seraient trop importants d'une jeunesse dont les moments de joie et l'apprentissage de la difficulté auront été souvent un véritable parcours du combattant pour celui qui s'apprête à avoir un rôle très déterminant dans les événements de Harry Potter. Sur l'histoire de Rémus Lupin, beaucoup a été écrit, beaucoup a été pensé, mais le moins que l'on puisse dire c'est que J.K. Rowling a pris sacrément le temps de créer ce personnage particulièrement riche, intéressant, poignant et à l'histoire nécessairement peu commune et forcément très différente des autres. Ce qu'il y a d'absolument passionnant dans le personnage de Rémus Lupin, c'est que tout aurait pu le conduire à faire des choix différents dans la vie, tout aurait pu le conduire à rejoindre les rangs du Seigneur des Ténèbres. Et pourtant, envers et contre tout, il a toujours su tenir bon. Il n'a jamais fait le choix de se tourner comme nombre de ses semblables vers le mal, il a toujours choisi le camp du bien, toujours choisi de faire confiance à Albus Dumbledore. La vie de Rémus Lupin débute le 10 mars 1960, lorsque Lial et Hop Lupin lui donnent naissance. Alors Lial Lupin, c'est intéressant de s'intéresser un peu à ce personnage, est à cette époque un sorcier talentueux, travaillant au sein du département pour la régulation et le contrôle des créatures magiques. Il est d'ailleurs assez connu pour être une sorte de spécialiste un peu de renommée de tout ce qui va concerner les créatures non humaines et dont pourtant on pourrait penser effectivement le contraire. Cela englobe notamment par exemple les poltergeists, les détraqueurs ou encore les épouvantards. En gros, tout ce qui ne naît pas et tout ce qui ne meurt pas va rentrer un peu dans son domaine de compétences qui est assez connu, ce qui pose d'ailleurs même l'hypothèse pourquoi pas d'une collaboration peut-être à un moment ou à un autre avec Norbert Dragono, leurs deux disciplines n'étant quand même pas si loin l'une de l'autre. Il est cependant peu probable, pour des raisons entre guillemets qui tiennent à la chronologie, que cela intervienne dans la saga des Animaux Fantastiques, mais bon, sait-on jamais, avec un peu de chance peut-être pourrions-nous avoir effectivement un aperçu des talents de Lial Lupin. Alors, Lial Lupin, c'est un personnage dont on pourrait dire qu'il a un cœur pur. On ne sait pas dans quelle maison de Poudlard il a été réparti, mais on peut imaginer qu'il s'agisse de Poufsouffle ou de Gryffondor. Au sein du département de régulation et de contrôle des créatures magiques, ce dernier va épater ses collègues par son implication et par son professionnalisme. Un jour, il est envoyé même en mission au Pays de Galles pour donner suite à des signalements au sujet d'un épouvantard particulièrement capricieux et féroce qui avait une tendance assez malsaine à terroriser à peu près toute la population de la région, ce qui évidemment posait quand même sacrément question. Alors qu'il commençait son enquête de terrain, il a entendu les hurlements absolument terrifiés d'une jeune femme et en bon chevalier servant qu'il est, il s'est évidemment précipité au secours de cette jeune femme. Il trouve alors cette jeune femme
terrorisé, paralysé par la peur, qui fait face à ses pires angoisses avec un épouvantard qui prend évidemment lui un malin plaisir à le torturer et ne fait évidemment que s'en nourrir. Lupin évidemment va régler le problème très rapidement et c'est ainsi qu'il va faire la connaissance d'une certaine Hope Howell qui est une agent d'assurance travaillant à Cardiff. Vous l'aurez compris évidemment, Hope est quelqu'un qui appartient au monde des Moldus. Lial Lupin va bien tenter de lui expliquer la nature de l'épouvantard, mais devant l'incapacité, et en tout cas sous le choc de l'émotion d'Hope Howell, il va pas réussir finalement, enfin elle va pas réussir à comprendre ce que Baragouin, ce jeune homme un peu étrange, et donc Lupin père finalement va finir par lui expliquer qu'il s'agissait simplement d'un homme très effrayant qui l'a menacé, ce qui rentre finalement un petit peu plus dans la psychologie de Hope et est quand même beaucoup plus facilement assimilable. On sait grâce à J.K. Rowling qu'il va la ramener jusque chez elle pour la tranquilliser et la sécuriser. C'est éventuellement d'ailleurs à ce moment-là qu'une idylle va commencer petit à petit à se mettre en place et va déboucher quelques années plus tard sur un mariage. Alors on pourrait se faire la réflexion qu'il ne serait pas tout à fait honnête que cette relation se bâtisse sur un mensonge et sur un sauvetage qui n'a probablement pas les dimensions tout à fait héroïques que l'on pourrait penser au départ. En l'occurrence, Lial Lupin ne manquera pas de dire la vérité à sa femme afin de ne pas subir une situation qui pourrait devenir dangereuse. Il expliquera dans les détails la nature de ce qu'est un épouvantard et donc le fait que Hope en réalité n'encourait absolument aucun danger. Cet aveu ne semblera pas déranger d'ailleurs la jeune femme outre mesure et ne viendra pas modifier l'équilibre de ce couple. Le fait est qu'un mariage en tout cas est annoncé rapidement et va se dérouler sous les meilleurs auspices. On sait notamment que le gâteau de mariage sera surmonté d'une figurine en forme d'épouvantard pour rappeler l'origine de la rencontre. Un an plus tard naîtra de cette union le seul et unique enfant du couple, notre Rémus Lupin préféré. Rémus Lupin arrive donc dans une famille aimante avec une mère et un père entièrement dévoués à leur progéniture. Rémus Lupin est un enfant sans mêlée, sa mère étant une moldue. Il grandit donc avec un peu le meilleur des deux mondes finalement. Mais le contexte en dehors des murs de la maison familiale est radicalement différent. Dès le milieu des années 1960, on sait qu'un certain mage noir commence à faire parler de lui, on sait qu'il recrute des partisans, mais pas seulement. Le monde magique et notamment le ministère de la magie, probablement le département des aurores, ont eu vent de la volonté de ce certain Voldemort de recruter des créatures des ténèbres. On parle des détraqueurs, on parle des loups-garous, on parle des vampires et d'autres joyeusetés dont seul Hagrid pourrait apprécier à peu près la compagnie. Cette information inquiète évidemment de manière assez compréhensible les autorités du monde magique et c'est ainsi que Lial va être mis sur le coup au sein du ministère. Au début de l'année 1965, on sait que le département de régulation et de contrôle des créatures magiques va procéder à l'audition d'un certain Fenrir Greyback, un loup-garou déjà de sinistre réputation dans les milieux bien informés du monde des ténèbres, mais dont le ministère ignorait en tout cas à cette époque sa nature de lycanthrope. Il est auditionné à la suite de la mort de 2 enfants dans le monde des Moldus, on sait qu'il est attrapé, pourtant avec d'autres sorciers clairement identifiés comme étant des loups-garous, mais cependant, personne ne sait véritablement à quoi vraiment on peut s'en tenir avec ce Greyback. Alors beaucoup se poseront la question de savoir pourquoi Fenrir Greyback n'est pas identifié en tant que tel par le ministère de la magie. Et la question mérite effectivement, en effet, d'être posée, il faut bien le reconnaître. En réalité, le ministère de la magie, vous le savez, tient un registre des loups-garous depuis déjà quelques siècles. Mais il faut savoir que ce registre ne bénéficiait clairement pas d'une mise à jour régulière et se remplissait donc assez peu. Généralement, on était plutôt sur le principe du volontariat ou alors quand on arrivait à attraper un loup-garou, on le rentrait finalement dans le fichier. Mais quelque part, voilà, il y avait évidemment des trous dans la raquette, comme on dit, et en l'occurrence, Fenrir Greyback est passé évidemment entre les trous de cette même raquette. Questionné par les autorités du ministère de la Magie, Fenrir Greyback ne reconnaît absolument pas sa qualité de sorcier, il va même plaider être en fait un sans domicile fixe moldu, mais quand même le comité qui procède à l'audition est composé en fait par un certain Lial Lupin, notamment qui lui se trouve être, comme vous le savez, quand même un expert pour reconnaître toutes sortes de créatures un peu étranges. Et ce dernier a quand même rapidement de nombreux doutes sur la véritable nature de Greyback. C'est une nature pour le moins étrange, un aspect qui lui laisse penser qu'il pourrait quand même s'agir d'un loup-garou. Et de l'autre côté, on a Fenrir Greyback qui explique en fait gentiment que non, c'est un sans domicile fixe moldu, qu'il n'est au courant de rien, qu'il ne sait même pas ce qu'est un sorcier, donc tout ça est un peu étrange. Alors, Lial va quand même, lui, plaider pour que le suspect soit détenu au ministère de la Magie dans l'attente de la prochaine pleine lune qui devait se dérouler seulement le lendemain. Mais les autres enquêteurs ne prennent absolument pas les recommandations de Lial au sérieux, ce qui aura le don de le faire sortir de ses gonds, et Lial Lupin va considérer un petit peu comme une folie de vouloir relâcher un personnage dont il a identifié à son sens très clairement la dangerosité. Lial Lupin va être donc mis à la porte de la commission après avoir
ferré, il faut le reconnaître, des propos particulièrement cruels sur les loups-garous, jugeant que ces derniers n'avaient pas d'âme et mériteraient uniquement la mort. Fin de citation. Bref, vous l'aurez compris, Lial Lupin est responsable donc d'un véritable scandale au sein même du ministère de la Magie et qui va être très lourd de conséquences. Alors que Greyback est conduit devant un obligator pour que sa mémoire du ministère de la Magie, de tout ce qu'il vient entre guillemets de percevoir, soit effacée, il va être exfiltré du ministère par deux complices, probablement des mange-morts sous couverture, qui ont jugé qu'il n'était pas tout à fait opportun que Greyback puisse éventuellement se faire extirper plus d'informations que de raisons. Fenrir Greyback est donc libre d'aller et venir dans le monde magique sans que personne ne s'en rende véritablement compte et sa couverture en tant que loup-garou n'a absolument pas été compromise à ce stade. Seulement, les relations entre les sorciers et les loups-garous ont toujours été notoirement compliquées et empreintes de méfiance mutuelle pour ne pas dire davantage. On vous fera d'ailleurs encore des vidéos sur le sujet, mais vous pouvez déjà en retrouver une consacrée dans notre playlist consacrée aux créatures dans le monde magique. Greyback, lui, en tout cas, ne supporte absolument pas les propos tenus par Lial Lupin, quelque part on peut le comprendre, et que ce dernier puisse considérer finalement les loups-garous comme étant moins que des sous-hommes est pour Fenrir Greyback quelque chose d'extrêmement choquant. Mais il faut savoir quand même qu'évidemment il est dans la nature des loups-garous d'être dangereux et franchement imprévisible. Et ça, malheureusement, Lial Lupin aurait dû le savoir et s'en souvenir. Pendant ce temps-là, le jeune Rémus Lupin, qui est âgé à cette époque-là de 5 ans, profite de l'innocence de l'enfance et des jours heureux. Cependant, cette période bénie de l'enfance va rapidement se transformer en véritable cauchemar. Fenrir Greyback, il faut le savoir, a de la suite dans les idées et surtout les contacts nécessaires pour identifier où habite ce Lupin, si peu à même de considérer les loups-garous. C'est ainsi que lors d'une nuit de pleine lune, ce dernier va s'introduire dans la chambre du jeune Rémus Lupin et va évidemment le mordre. Lial Lupin va bien entendu être alerté par les cris horrifiés de l'enfant et va réussir à faire fuir Fenrir Greyback à l'aide de sortilèges extrêmement puissants, mais le mal est fait. Rémus Lupin est désormais un loup-garou, condamné donc à une vie bien différente de celle qu'il avait pu imaginer auparavant. Rémus Lupin, atteint donc de lycanthropie, va voir sa vie basculer. Il ne sera plus jamais le petit garçon qu'il a toujours été. Il s'apprête désormais à devenir quelque chose de différent, quelque chose que le monde des sorciers finalement et son propre père juge monstrueux. Malheureusement, aucun doute possible, dès la pleine lune suivante, le doute absolument n'est plus permis. Rémus Lupin est bel et bien devenu un loup-garou avec toutes les difficultés que cela peut représenter. Dans leur malheur, les Lupins vont se retrouver quand même peut-être plus aptes à accueillir cet enfant loup-garou que d'autres familles qui sont peut-être nettement moins préparées. En effet, les connaissances, qui sont celles de Lial Lupin, vont lui permettre dans un premier temps de faire face. Cela va aussi lui permettre, entre guillemets, de se retrouver face à ses propres responsabilités dans cette tragédie, mais évidemment tout ça va quand même être relativement compliqué. On fait face, mais en même temps, on est obligé évidemment de gérer un enfant loup-garou, sachant qu'en plus sa mère est une moldue. Tout ça est quand même très compliqué et potentiellement très dangereux. Évidemment, il n'avait absolument pas la possibilité, Lial Lupin, d'imaginer une seule seconde ce qui allait se passer. Cela semblait pour le coup tout à fait évident. Mais J.K. Rowling démontre à cette occasion que les paroles, quand elles sont prononcées sous le coup d'une certaine colère, peuvent avoir dans les familles des débouchés absolument dramatiques. On y verrait presque, on va le reconnaître, une certaine forme d'analogie avec la situation qui est celle de J.K. Rowling vis-à-vis de son propre père. Le fait est que la fin de l'histoire est pour le coup radicalement différente. On sait que son père va se repentir de cette position et sans vouloir fondamentalement d'avoir été la cause en réalité de ce drame. Élever un enfant loup-garou n'est pas une chose aisée, surtout à cette époque, dans les années 1960 à 1970, où il n'existe pas encore véritablement de traitement pour atténuer les effets de la lycanthropie. Ils doivent donc subir à chaque pleine lune une transformation maléfique et dangereuse pour eux. Quand arrive finalement quelques années plus tard la question de sa scolarité et donc de la nécessaire éducation qu'il devra suivre, évidemment les parents de Rémus Lupin étaient tiraillés entre la volonté de permettre à leur enfant de vivre une vie des plus normales possibles et les problématiques sans limite finalement que représente la scolarisation d'un enfant loup-garou dans une école. Mais parfois le destin fait quand même évidemment bien les choses et les parents de Rémus Lupin vont tomber peut-être sur le directeur le plus doux, le plus tolérant et le plus sympathique qu'ils pouvaient espérer. On sait qu'Albus Dumbledore a un prisme très particulier et très tolérant. C'est un directeur qui a une certaine appétence, disons-le, pour tout ce qui ressemble de près ou de loin à une différence ou à une certaine originalité. Albus Dumbledore, par son histoire et par son parcours personnel, est tout à fait fasciné par tout ce qui ne correspond pas à la normalité. Il est passionné par la différence et ceci d'ailleurs dès son arrivée en tant qu'élève à Poudlard où il accorda toute son amitié à
Elphias Doge, un jeune élève atteint de la dragoncelle et donc qui lui donnait un teint relativement vert. Il y a chez Dumbledore une part de miséricorde assez fascinante et de capacité à surmonter tous les préjugés avec une facilité déconcertante. Cette caractéristique, passionnante d'ailleurs du personnage, va servir pleinement à Remus Lupin qui va pouvoir profiter de sa scolarité à Poudlard grâce à des aménagements mis en place par Albus Dumbledore permettant d'assurer la sécurité à la fois des élèves de l'école mais aussi celle de Remus Lupin. En effet, les principes afférents à la lycanthropie et notamment les périodes de transformation peuvent représenter un danger pour Remus lui-même dans la mesure où si ce dernier venait à prendre la fuite, cela pourrait mettre le jeune sorcier dans des positions on ne peut plus délicates, y compris vis-à-vis des autorités du monde magique. À son arrivée à Poudlard, Remus Lupin sait qu'il débarque donc dans un univers où il doit cacher sa véritable nature pour ne pas entraîner des répercussions en cascade. Lors de la cérémonie de répartition de cette année 1971, Remus Lupin va intégrer la célèbre maison Gryffondor. Une répartition qui va venir bouleverser mine de rien tout l'équilibre de sa vie. Il rencontre à cette occasion 3 autres jeunes garçons au profil très atypique, mais pour le moins fort sympathique en la personne de James Potter, de Sirius Black et évidemment de Peter Pettigrew. Assez rapidement, une amitié va commencer à naître entre les 4 comparses, mais évidemment hors de question pour Remus de confier sa véritable nature. Cependant, les 3 autres camarades de la bande ne sont pas totalement fous ni dénués d'une certaine forme d'intelligence. Très rapidement, ils vont s'apercevoir que Remus s'absente tous les mois pendant quelques jours. Tous les mois, il invente des excuses pour justifier le fait qu'il ne soit présent ni à Poudlard ni à l'infirmerie du château, et donc forcément, il fallait à chaque fois et à chaque nouvelle pleine lune inventer de nouvelles excuses. Le problème, c'est qu'au bout de quelques mois, ces excuses finissent par devenir un petit peu suspectes. Et donc, Remus Lupin, vous le savez, pendant ce temps-là, tant que la pleine lune est en cours, il est enfermé dans la cabane hurlante. Tous ces cris, lors des périodes de transformation, vont laisser penser aux habitants des alentours que cette cabane est véritablement bel et bien hantée. Dès la seconde année, Sirius, James et Peter Pettigrew vont se poser de très nombreuses questions sur ce qu'il se passe réellement dans cette vie un peu étrange qui est celle de Remus Lupin. Ils vont nécessairement se mettre dans l'idée de découvrir quel est ce secret. Remus, quant à lui, tente évidemment plus que tout de dissimuler comme il le peut la vérité. Il est paralysé de peur à l'idée que quiconque puisse se rendre compte de la nature réelle de sa lycanthropie et donc finalement de l'explication de ses mystérieuses absences. Et forcément, quand on a un Sirius Black ou un James Potter comme ami, le risque d'une boulette n'est jamais véritablement éloigné, il faut bien le reconnaître. Et en l'occurrence, force est de constater que ses amis vont dès la deuxième année à Poudlard comprendre la réalité de ce qu'il se passe à la grande terreur de Remus Lupin. Ce que ce dernier n'avait jamais pu imaginer compte tenu du traumatisme qu'il vit depuis des années, c'est que fondamentalement tout le monde dans le monde magique ne souhaite pas la mort et la disparition des loups-garous. Et J.K. Rowling va utiliser James, Sirius et Peter pour démontrer que parfois les enfants peuvent faire preuve de davantage de tolérance que leurs aînés, et c'est d'ailleurs ce qu'il va se passer dans notre cas bien précis. Loin d'être horrifiés par la véritable nature de Remus Lupin, ce qui les horrifie en premier lieu, c'est ce qu'a subi Remus, son attaque et cette injustice en fait de la vie. Pour ce qui est de son état actuel, les 3 comparses trouvent sincèrement qu'il y a franchement pire dans la vie et sont tellement dans la dédramatisation du sujet qu'une idée complètement folle va surgir dans leur esprit, partiellement fracassée, on vous l'avoue, et ça, là pour le coup, on aurait pu évidemment difficilement l'imaginer. Alors qu'ils ne sont que des élèves de deuxième année, James, Sirius et Peter vont se mettre dans la tête qu'afin de ne pas laisser Remus seul durant ses transformations, il n'y a qu'une seule bonne solution, celle de devenir évidemment des animagus. Le problème de devenir un animagus, c'est qu'il s'agit d'une magie très difficile à maîtriser qui demande pour le coup une maîtrise très particulière, à la fois des potions mais aussi de toute autre forme de magie comme les enchantements ou encore bien évidemment la métamorphose. Tout un arsenal donc de mesures pour le moins difficile à concevoir pour des élèves de seconde année. Seulement, ils ont raison sur le fait qu'il s'agit bien de la seule et unique possibilité pour pouvoir accompagner leurs camarades à chaque pleine lune du fait que les animaux ne sont jamais attaqués par les loups-garous qui ne visent que les humains ou leurs semblables. Pendant 3 années, James, Sirius et Peter vont s'entraîner puis devenir au moment de la 5e année des animagus qui ne seront d'ailleurs jamais déclarés au ministère de la magie alors qu'il s'agit normalement d'une obligation légale faite à tout sorcier pratiquant cette magie très particulière, en tout cas cette version très particulière aussi de la métamorphose. Sous leur forme d'animagus, à savoir un cerf pour James, un grand chien noir pour Sirius et un rat pour Peter, ces derniers vont avoir la capacité de pénétrer dans le passage aménagé sous le sol cogneur et vont pouvoir rejoindre la cabane hurlante. On ignore véritablement
véritablement quelles furent leurs premières réactions à la vue de ce loup-garou qui se trouvait être en réalité leur ami. Il est fort probable qu'ils aient pu ressentir une certaine peur, une certaine terreur même. Il s'agit quand même de transformations pour le moins relativement impressionnantes. Mais la présence des 3 maraudeurs va aider profondément Rémus Lupin à rester un brin plus maître de ses émotions et pourra au fur et à mesure commencer à explorer les environs de la cabane hurlante et de Poudlard avec évidemment ses 3 amis. Il faut quand même reconnaître que dans cette espèce de folie de 3 jeunes hommes prêts à devenir les animagus pour soutenir leurs camarades, il avait été décidé que la transformation de James et de Sirius devait permettre de contenir, si nécessaire, un loup de la taille de Lupin, d'où la transformation en un puissant cerf et en un grand chien. Pour Peter, les choses étaient différentes. Il fallait quelqu'un capable de se faufiler pour activer le mécanisme libérant l'accès sous le sol cogneur. De plus, ce dernier demeurait quand même nettement moins habile que ses camarades en termes de maîtrise de la magie. La forme de rat était donc peut-être un petit peu plus simple à acquérir que les 2 autres. Les 3 amis avaient donc pris certaines dispositions, peut-être insuffisantes, mais en tout cas elles existaient pour permettre à Rémus de sortir de son isolement. C'est ainsi donc que naquirent définitivement les maraudeurs, un groupe de jeunes gens brillants, casse-cou et probablement totalement inconscients la majorité du temps. Rémus Lupin, dans cette bande, a toujours été le plus sage d'entre tous, en dehors évidemment de ses transformations. Il était nettement plus réfléchi que James et Sirius, dont on connaît l'appétence particulière pour trouver des idées de violation du règlement de l'école à la vitesse d'un éclair de feu, pardon pour cette anomalie chronologique, et on sait aussi évidemment que Rémus Lupin avait un temps d'avance sur ce pauvre Peter Pettigrew qui était toujours un peu à la ramasse. Rémus, lui, passait beaucoup plus de temps à étudier, à réfléchir, mais aussi à calmer ou tenter d'encadrer en tout cas, dirons-nous, le petit grain de folie de ses camarades. Concernant Peter Pettigrew, on sait que ce dernier fut toujours davantage un suiveur qu'un meneur dans l'équipe des maraudeurs. Il a toujours eu une place un peu différente et un peu particulière. On vous renvoie à la vidéo qu'on avait fait sur ce personnage. Alors, il serait tout de même complètement faux de dépeindre en fait Rémus Lupin comme un élève pour le moins extrêmement sérieux et qui ne commettrait jamais de véritables bêtises ou de maladresse. Rémus Lupin n'oublie pas non plus d'essayer d'être un jeune homme comme les autres, malgré ses quelques petites difficultés si l'on peut qualifier sa lycanthropie comme ça. Il est donc généralement assez habitué à commettre quelques accros dans les règles, dirons-nous, de bonne conduite de l'école. Ils vont notamment, on le sait, créer la carte du maraudeur, cette carte magique capable de cartographier de manière quasi immédiate tout élève présent dans le château en temps réel tout en répertoriant l'ensemble des passages secrets. Cette carte permet donc d'explorer de manière très intense les couloirs de Poudlard en pleine nuit et sans prendre le risque de croiser Rusard ou des professeurs qui seraient, dirons-le nous, en petite balade nocturne. Cette carte sera malheureusement confisquée quelques années plus tard avant de retomber dans les mains des jumeaux Weasley, puis comme vous le savez, dans les mains de Harry Potter. La problématique de Rémus Lupin, c'est que malgré le fait que ce dernier se soit trouvé de véritables amis, sa transformation revient évidemment à chaque pleine lune et qu'il s'absente toujours à peu près à la même période. Si la majorité des élèves ne cherchent pas véritablement à comprendre, un autre élève quand même est en train de découvrir le secret, ou tout du moins il se pose de très grosses questions. Vous l'aurez compris, le vrai souci vient de Severus Rogue, un élève très brillant, mais qui livre une véritable bataille contre James et Sirius notamment. Les relations entre les maraudeurs et Rogue ne sont pas nécessairement les plus simples à imaginer dans la mesure où ces personnages n'ont pas du tout les mêmes caractères. Alors, on ne va pas rentrer dans l'éternel débat de savoir qui est le méchant de l'histoire ou qui est la victime, dans la mesure où les torts sont probablement partagés des deux côtés. Il n'y a pas d'un côté quelque chose qui serait tout blanc et de l'autre quelque chose finalement qui serait tout noir. Ce n'est pas du tout l'esprit des livres de J.K. Rowling, mais en tout cas le fait est que James et Sirius iront peut-être parfois un peu trop loin et notamment à une reprise vis-à-vis de Severus Rogue, puisqu'ils vont carrément lui indiquer le passage secret sous le sol cogneur, ce qui évidemment n'était pas, vous le doutez, la meilleure des idées possibles. C'était même, allez, on va le dire clairement, une sacrée connerie. Heureusement, James réussira à stopper Rogue au dernier moment et fera en sorte de lui sauver la vie. Le secret de Rémus Lupin tiendra jusqu'à la fin de sa scolarité à Poudlard, on ne va pas dire sans une certaine forme de difficulté, mais en tout cas avec la complicité d'Albus Dumbledore, puisque ce dernier va quand même permettre à Rémus Lupin de vivre une vie et une scolarité finalement à peu près normale. On sait que Dumbledore fera même de lui un préfet afin de bien marquer la confiance qu'il lui accorde et le fait que son statut ne change absolument rien à son mérite et à ses réussites académiques. Rémus Lupin à Poudlard a réussi à se trouver une véritable place et des amis pour la vie dont il ne pouvait aucunement remettre en cause ni la probité ni la confiance à cette époque-là. En toute logique, la vie aurait pu être un peu plus radieuse que ce qu'il pouvait imaginer lors de son entrée à Poudlard. Seulement, depuis déjà quelques années, un certain mage noir du nom de Lord Voldemort a commencé
évidemment à faire parler de lui. On sait que très rapidement, Rémus Lupin va rejoindre l'Ordre du Phénix peu de temps après avoir quitté Poudlard. Cela tombe plutôt bien car malheureusement il n'a absolument pas réussi, malgré ses réussites académiques, à s'insérer dans le monde magique. C'est ainsi qu'il échouera à trouver un emploi en raison de sa nature de loup-garou qui évidemment n'aide franchement pas compte tenu de la réputation de ces derniers et de la manière dont ils sont perçus par la communauté du monde magique. On sait que James Potter et sa femme, grâce à la fortune des Potter, l'aideront de manière extrêmement régulière d'un point de vue financier à subvenir à ses besoins. La position des loups-garous dans la société du monde magique condamne chacun d'entre eux finalement à une forme de précarité sociale et financière particulièrement injuste, d'autant plus dans le cas d'un personnage comme Rémus Lupin qui n'avait absolument rien demandé et s'est toujours assuré de conserver une ligne personnelle la plus droite possible. Cette période de la première guerre des sorciers a mis véritablement tout le monde à rude épreuve. Chaque jour, Lord Voldemort renforçait son pouvoir, se faisait de nouveaux alliés. Les membres de l'Ordre du Phénix étaient en nombre insuffisant et certains disparaissaient de manière régulière, comme ce fut le cas par exemple pour les frères Privet, à savoir les frères de Molly Weasley. Cette période était évidemment emplie de ténèbres, des ténèbres qui parfois poussent même les meilleurs des sorciers ou les meilleurs des camarades à s'interroger, à se poser des questions sur les uns et sur les autres. On sait que dans toute guerre, il y a des espions, des trahisons qui peuvent venir de n'importe où et de n'importe qui. L'Ordre du Phénix n'est pas exempt de cette situation et parfois il arrive à Sirius Black de s'interroger sur Rémus Lupin. Après tout, il est un loup-garou et on sait que nombre de ses congénères sont proches, ou tout du moins dans la périphérie, des troupes de Lord Voldemort. Même si d'un point de vue idéologique pur, cette alliance est quand même tout bonnement contre nature en réalité, mais c'est un autre sujet. Le fait est quand même que Sirius se questionne, et se questionner sur la loyauté de son ami, c'est quelque chose qui n'est probablement pas tout à fait simple pour lui à assimiler et à gérer émotionnellement. Mais ça demeure quand même un réflexe pour le coup assez naturel dans ce genre de contexte historiquement tout à fait chargé. Loin de nous l'envie de charger évidemment Sirius Black de ceci. Mais cette dimension un peu de méfiance qui règne au sein de l'Ordre du Phénix va en réalité avoir une conséquence totalement inattendue et particulièrement grave qui sera celle de la mort de Lily et James Potter. En effet, de manière presque concomitante au doute exprimé par Sirius Black, Albus Dumbledore va se trouver être le dépositaire d'une étrange prophétie impliquant un enfant qui aura le pouvoir de défaire le Seigneur des Ténèbres. Cette prophétie vient absolument tout changer et Albus Dumbledore pense immédiatement aux Potter. Les Potter, dont il a identifié clairement qu'ils descendaient d'une des familles les plus prestigieuses de l'histoire du monde des sorciers, celle des Pévrel. Rien ne le dit dans le récit, mais peut-être que Dumbledore suspecte la possibilité que cette famille abrite un pouvoir plus grand que celle par exemple des Londubat qui sont dans la même situation, c'est-à-dire dans l'attente d'un enfant. Dumbledore marque ainsi Harry Potter comme une véritable cible pour Voldemort. Rémus Lupin ne sera absolument pas du tout associé à la stratégie de protection mise en œuvre autour de Harry Potter et de sa famille. Il est clairement mis de côté. Quand arrive le moment où Dumbledore souhaite mettre en place le sortilège de Fidelitas, on sait que Sirius Black préférera confier cette tâche à Peter Pettigrew, jugeant que cela serait nettement plus efficace car personne ne suspecterait ce jeune homme que personne n'a jamais véritablement considéré comme étant le porteur du secret. Si Sirius Black n'avait pas suspecté Rémus d'être un espion, ce rôle aurait pu échoir à Rémus Lupin. L'histoire aurait pu donc être tout à fait différente. Nous n'avons absolument aucun doute sur le fait que Rémus, lui, n'aurait absolument jamais dévoilé la localisation exacte des Potter, même sous la torture. Lors de la nuit fatidique du 31 octobre, Rémus Lupin se trouve au nord de la Grande-Bretagne pour une mission confiée par l'Ordre du Phénix. Il apprendra donc la nouvelle de la manière peut-être la plus atroce qui soit. En une nuit, il apprend que James et Lily Potter sont morts, que Sirius Black les a trahis et que son ami Peter Pettigrew est mort aussi en compagnie de 12 moldus. Cette situation est pour lui une catastrophe personnelle, c'est un drame. Et ça le plonge évidemment, on l'imagine, dans une dépression pour le moins extrêmement caractérisée et devant une incompréhension totale sur cette histoire. Peut-être se dit-il, à l'intérieur de lui-même, que Sirius a tout fait pour l'éloigner des Potter. Peut-être se dit-il que personne en fait ne pouvait véritablement lui faire confiance. On imagine la charge émotionnelle qui est celle de Rémus Lupin à ce moment aussi dramatique de sa vie et de l'histoire du monde des sorciers. Et c'est aussi d'ailleurs à ce moment-là que nous allons arrêter notre récit. Nous reprendrons dans une prochaine vidéo l'exploration de la vie de Rémus Lupin, de cet épisode de la Première Guerre des Sorciers jusqu'à sa mort lors de la bataille de Poudlard. Rémus Lupin, c'est un homme pour le moins dont la jeunesse n'aura pas été simple, c'est le moins qu'on puisse dire, empreinte de malheur et des conséquences désastreuses qui auront eu un impact sur
toute sa vie. Aborder la question de cette jeunesse difficile était pour nous quelque chose d'important et méritait qu'on s'y attarde plus que ça n'aurait été le cas dans une vidéo globale sur ce personnage tout à fait emblématique de la saga Harry Potter. Comme souvent, J.K. Rowling nous démontre en réalité que la jeunesse de ces personnages, comme ce fut le cas pour Albus, pour Rogue, pour Grindelwald, pour Harry Potter et pour les autres, est toujours un point déterminant pour comprendre la manière dont ils vont grandir et construire la vie qui sera la leur une fois adultes. J.K. Rowling a toujours fait de la jeunesse de ces personnages un point stratégique dans les romans qui vient expliquer pleinement toutes les caractéristiques d'un personnage dans le futur, mais qui est aussi et surtout en fait à son sens le moment, et à la raison, où tout se construit et où un individu se détermine en créant sa personnalité, ses ambitions, mais où voit aussi apparaître des inclinaisons parfois plus sombres, plus ténébreuses, comme ce fut le cas par exemple pour Tom Jedusor Jr., dont nous avons couvert effectivement la jeunesse dans une vidéo que vous pouvez retrouver dans notre playlist spécifiquement consacrée au personnage de la saga. Remus Lupin, ça reste un personnage pour le coup extrêmement attachant et dont la jeunesse n'aura, vous l'aurez compris, pas toujours été tout à fait rose et tout à fait simple. Il y a aussi des leçons évidemment à retenir du comportement de son père. Il y a Lupin qui évidemment sous le coup de la colère a dit des choses qui dépassaient de manière assez claire les limites du raisonnable, en catégorisant effectivement tous les loups-garous comme des créatures presque limite diaboliques, alors que cette dimension finalement du diable, si elle existe dans la personnification même de Voldemort, est quelque chose quand même à ce stade assez absent finalement du reste du monde magique. Ça reste quand même quelque chose finalement d'assez neutre dans le récit de J.K. Rowling. On ne parle pas beaucoup de cette question de la diabolisation. Et là, cette volonté finalement qui avait été celle du père de Remus Lupin de diaboliser les loups-garous a eu une conséquence pour le coup qui a été absolument terrible et qu'il a payé tout au long de sa vie. Il faut savoir que les parents de Remus Lupin sont morts avant même de pouvoir connaître leur petit-fils et donc ils ne connaîtront pas évidemment Teddy Lupin qui lui, on le sait, n'était pas atteint de lycanthropie contrairement à son père, ce qui était en soi une très bonne nouvelle. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, on espère véritablement qu'elle vous aura plu. Nous on a pris beaucoup de plaisir à vous parler de la jeunesse de ce personnage et de ce maraudeur finalement que l'on adore. Alors vous pouvez retrouver sur notre chaîne une vidéo spécifiquement consacrée à la question des loups-garous en tant que créature magique, mais vous pouvez également retrouver un certain nombre de vidéos dans lesquelles nous parlons de Remus Lupin. On en parle notamment dans la série consacrée finalement à ce que pourrait être l'univers du Wizarding World prochainement au cinéma et à la télévision. C'est la playlist qui s'appelle Et pourquoi pas. On va d'ailleurs sortir très prochainement une deuxième vidéo sur cette série en fait où on essaye d'imaginer ensemble. Là, on avait essayé d'imaginer à quoi pourrait ressembler une série centrée sur la question des maraudeurs et vous verrez qu'on parle évidemment aussi pas mal de Remus Lupin. Alors on va revenir dans d'autres vidéos effectivement sur le reste de l'histoire de Remus Lupin. On reviendra également sur sa relation avec Harry Potter parce que ça c'est aussi quelque chose qui est très intéressant à étudier et très intéressant finalement à essayer d'analyser un petit peu plus en profondeur et donc évidemment on ne manquera pas de revenir sur ce professeur vraiment emblématique de l'histoire de Poudlard. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit like, ça nous encourage toujours à créer du contenu. On approche bientôt des 2 ans de notre chaîne et pour nous ça c'est un truc qui est vachement important. On espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas aussi à regarder toutes nos anciennes vidéos que vous n'auriez pas vues. Vous savez qu'on a parfois un rythme de 2 à 3 vidéos par semaine, ce qui est quand même assez élevé. Et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour plein de nouvelles informations sur le monde magique, sur les animaux fantastiques, sur Harry Potter et peut-être qui sait sur Hogwarts Legacy, on sait jamais, les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve très bientôt et d'ici là on vous souhaite à tous une très bonne fin de week-end.